Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième événement des mardis de la transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à la prise de parole ou, dit plus joliment, l'éloquence. Alors cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle et philanthropique. Nous proposons des formations en management de projet et aussi des accompagnements en programmation neurolinguistique, en hypnose ou en communication non violente. Enfin, philanthropique, car chez Demain, nous avons choisi de construire un monde différent. Et pour cela, nous reversons chaque année une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui s'engagent en faveur de l'éducation. Quelle pression pour moi d'animer un événement sur la prise de parole avec nos deux invités de ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas si cela se voit, mais je m'efforce depuis tout à l'heure à bien articuler. D'habitude, ce n'est pas ma qualité première. Voilà. Bon, en tout cas, je suis ravi d'accueillir pour ce deuxième événement deux femmes que j'ai la chance d'avoir déjà rencontrées. Tout d'abord, Béatrice Doradou, elle est formatrice, coach en communication orale, fondatrice de l'organisme de formation La Désimpro et aussi passionnée de l'improvisation théâtrale. Alors, c'est grâce à Margot Dufaux, la fondatrice des Astroliens, à qui je passe le bonjour, que je l'ai rencontrée. Et je dirais même que c'est à travers Margot que je l'ai connue, car elle m'a décrit ses talents pour l'improvisation théâtrale et aussi pour cet exercice particulier dans lequel elle excelle, le pitch. Bonjour Béatrice. Bonjour Mathieu, et merci pour cette très belle description. Yes, super. Tout est parfait, tout y était. Ouais. De l'autre côté de notre table virtuelle, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Lemarec, comédienne, cofondatrice et membre du collectif théâtre Tutti Quanti, également associée de l'entreprise Next Level Formation. Alors moi, pour ma part, j'ai rencontré Solène autour de plusieurs, disons, après-midi, café, thé, plutôt thé d'ailleurs, car elle m'a coaché pendant quelques mois et elle fait partie de ces personnes qui m'ont permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle ne le sait peut-être pas. D'être devant vous ce soir. Bonjour Solène. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Écoute, je suis ravie de savoir que je fais partie des personnes qui t'ont amené sur ce chemin et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Super, alors tout de suite, le programme tant attendu de la soirée. La conférence est en deux parties de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 3 questions à nos invités pour en savoir plus sur cette passion qui les anime. Et de votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat, car dans la deuxième partie, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. Je vous souhaite bien sûr une bonne conférence. Alors, la question numéro 1, alors je vous propose peut-être dans la réponse de faire comme la communication qui a eu lieu, c'est-à-dire peut-être Béatrice qui répond d'abord et après Solène. À vrai dire, bon voilà, c'est une proposition, vous voyez s'il y en a une qui veut répondre avant l'autre. On inverse pour la question 2. Ah, on est fou. Ok. Question, c'est Béatrice et après Solène et question de l'inverse. Je me permets juste de demander à Isabelle si elle peut couper son micro pour éviter les bruits parasites. Pas de problème, merci. Isabelle, tout est bon pour nous. Merci. J'aurais pu le faire, mais effectivement. Merci. Très, très bonne modératrice, Solène. Alors, la question numéro 1 que j'aimerais vous poser, c'est comment la prise de parole ou l'éloquence est arrivée dans votre vie et qu'est-ce qu'elle vous a apporté ou vous apporte en tout cas dans votre quotidien? Alors, je dirais qu'il y a eu des phases. Alors, si on remonte vraiment la prise de parole, l'amour de la prise de parole, c'est né toute petite. Mon papa, il lit beaucoup et il lit à voix haute. Alors, il le fait beaucoup moins maintenant, mais quand j'étais jeune, il lisait à voix haute et j'entendais dans son bureau ses livres posés devant lui ou parfois dans sa chambre et j'entendais lire à voix haute et faire sonner les mots. Et moi, quand j'étais toute petite, ça m'impressionnait beaucoup. Donc, il y a ça qui est resté dans un coin de ma tête. Et le jour où on m'a proposé de faire la même chose, donc à l'école, avec des poésies, et ben, je me suis dit, je vais faire comme mon papa. Et ça a été un vrai plaisir. Je crois que les cours de poésie ont été les premiers cours où je me suis dit, mais je sais ce que je veux faire plus tard. Et j'ai eu, ça paraît fou, hein, mais vraiment, j'ai eu un déclic à 8 ans avec une poésie que j'ai faite et où je me suis dit, je ne sais pas dans quoi je suis douée dans la vie, mais je le suis dans la récitation de poésie, c'est tout. Alors, je ne sais pas avec quoi, qu'est-ce que je vais faire de ça, mais je sais qu'il y a ça. Et puis, le temps passe. J'ai par contre la malchance, si je reste du côté de mon papa, d'avoir déménagé toute ma vie, les militaires.
Et quand on est petit et qu'on déménage toute sa vie, c'est un peu dur de se faire des copains. Et donc là, ma confiance en moi que j'avais dans la prise de parole, elle commence à se réduire un peu parce que je suis la petite nouvelle tous les ans avec des nouvelles écoles, etc. Et le deuxième déclic que je dirais, ça a été avec ces déménagements, où je me suis dit, en fait, à un moment, il faut que tu te décides. Si tu veux te faire des copains, il faut aller leur parler. Et moi, je m'étais un peu réfugiée dans les livres, je m'étais un petit peu renfermée. Alors, renfermée, c'est très large. Hein. Faut pas déconner non plus, j'étais assez sociable, mais c'est pas moi qui prenais les devants. Et je crois que j'ai eu un autre déclic, c'est vers 13 ans, où je me suis dit, mais en fait, il faut que tu y ailles, quoi. Sinon, ça va être dur toute ta vie. Donc ça a été le deuxième déclic, et qui a bien marché. Et je dirais enfin que le troisième déclic, il est arrivé encore plus tard, et lui relativement tard, j'avais 22 ans, et ça a été la découverte de l'impro théâtrale. Et ça a été peut-être le troisième et le dernier des déclics fondamentaux où j'ai vu de l'impro par hasard. Je suis allée à un spectacle, je ne m'attendais pas du tout à voir ça, je ne pensais vraiment pas que je ne savais pas ce que j'allais voir. Et en regardant ça, je me suis dit, c'est incroyable, il y a une discipline qui existe, qui mêle tout ce que j'aime faire. Enfin, c'est juste dingue, je ne savais même pas que ça existait. Il y a une discipline qui existe vraiment, qui est cadrée, qui fait jouer des gens, qui existe depuis plusieurs années. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu qu'une envie, c'est essayer moi-même. J'ai essayé aussitôt que j'ai pu et j'ai jamais lâché. Et donc, ça fait près de 10 ans que ça me suit et que ça me suit dans mon quotidien professionnel et dans mon quotidien personnel. Alors, je ne sais pas si je m'arrête là ou si tu veux que je continue sur la suite, à savoir ce que ça nous a apporté ou si. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que c'est intéressant effectivement pour la personne. Et après, peut-être, je sais pas, peut-être que ça peut être intéressant, mais le spectacle, est-ce que tu te souviens qui avait fait le spectacle d'impro? Oui, je me souviens de tout, parce que du coup, j'étais à Nancy à l'époque, et à Nancy, il y a un mec formidable qui s'appelle Cédric Lacroute, que tout le monde connaît quand on fait de l'impro, et en fait, j'ai l'impression d'avoir vu la définition du charisme devant mes yeux. J'ai vu ce que c'était, ce mec avait l'air complètement bizarre, il était habillé avec une djellaba, avec une grosse barbe, avec des lunettes sur ses cheveux bouclés, enfin, il avait un look atypique, il avait une manière de parler atypique, et pour autant, il m'a scotché du début à la fin. Et vraiment, j'ai cru que... Voilà, il y a des choses comme ça où je me suis dit, je sais ce que c'est le charisme maintenant. Et une fois que j'ai fait des cours d'impro, je me suis dit, ça y est, je sais ce que ça veut dire écouter. Je ne le savais pas avant. Mais je n'en prends conscience qu'à ce moment-là. Et je pense que je savais parler, mais je ne savais pas écouter. D'ailleurs, je parle très vite, je coupe la parole souvent. Et l'impro m'a interdit de faire ça, m'a obligée à dire, non, tu ne peux pas couper la parole parce que tu coupes la scène sinon. Donc tais-toi. Tais-toi, écoute et laisse-toi surprendre. Et depuis, ça fait partie de ma vie et ça me lâche plus et c'est juste génial. Enfin, voilà. Donc je pense que j'ai découvert finalement, j'ai jamais fait de théâtre. J'ai découvert l'impro sur le tard puisque j'étais déjà une adulte. Et pour autant, j'ai l'impression d'avoir acquis ces balbutiements voilà, à ce moment-là et j'ai rattrapé peut-être le retard que j'avais à ce moment-là. Ok. Et oui, effectivement, qu'est-ce que ça t'a apporté ou ça t'apporte dans ton quotidien? De faire de l'impro ou la prise de parole en général? Prise de parole en général, à vrai dire. Est-ce qu'il y a eu quand tu parles de déclic, effectivement, mais est-ce que, peut-être même d'ailleurs dans la vie personnelle, est-ce qu'il y a eu un... Bien sûr, du coup, à la fois, l'impact est énorme puisque j'en ai fait mon métier. Donc, du coup, si je parle de l'impact, j'ai choisi de travailler dans ce sujet qui me plaisait tant, qui était la prise de parole. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais dans la vie perso, c'est pareil. Enfin, ce qui est génial, c'est que, par exemple, si je me dispute avec mon copain, c'est très simple de résoudre le truc. Je peux lui dire, bon, attends, c'est mal exprimé, on va faire un peu de communication non violente, exprime-moi tes besoins, je t'exprimerai les miens en miens. Ensuite, et je vous assure que ça marche. Enfin, et en plus, on peut s'expliquer la méthode, se le dire franchement et se dire non, attends, rappelle-toi, tu as réagi comme ça parce que tu es un vert. Moi, je suis rouge là actuellement. Et en fait, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est catégoriser les individus en fonction un petit peu de couleurs dominantes selon des niveaux de stress donnés. Bon, c'est des outils que j'aime bien et que j'applique tout le temps. J'applique dès qu'il y a un conflit et j'explique même à la personne que je vais les appliquer pour pas simplement faire ma psychologie de comptoir de mon côté, quoi. Voilà, donc c'est une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est passionnant dans nos relations, sans pour autant d'ailleurs, et je tiens à le préciser, sans gérer toutes nos relations. J'ai des fois des gens, quand je leur explique que je fais de la formation en prise de parole, ils me disent « Ah ouais, du coup j'ai bien parlé là ou pas ?» Je
je sais pas. C'est comme si un psy, dès qu'il rencontrait quelqu'un, la personne lui disait alors qu'est-ce que tu penses de moi et des choix que j'ai faits. Je sais pas. Donc j'analyse pas pour autant les prises de parole de manière consciente, mais ça donne une écoute globale, une empathie ou un rapport à l'ambiance ou au ressenti qui est peut-être plus fin, qui est peut-être je sais pas. On ressent mieux les choses et finalement on se développe soi-même. C'est les soft skills, tout simplement. On se développe soi-même en comprenant un petit peu ses relations, en comprenant l'autre, en étant plus tolérant aussi, plus compréhensif. Super, merci pour ce partage. De mon côté, ça fait 4 ans que je pratique la CNV. C'est pas encore ça dans mon couple, donc peut-être que je reviendrai te voir. Mais bon, je continue mon parcours avec la CNV. Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. C'est le coup des couleurs. Le coup des couleurs, c'est génial. Quand on met le vert, je te dis, ça nous aide énormément. Tu verras. Je me rappelle le coup des couleurs. Okay. Merci Béatrice. À toi Solène, je te laisse. Est-ce que je n'ai pas besoin que je répète la question? Non. J'ai bien entendu, j'ai bien retenu la question. Moi, ma réponse, j'ai pas réussi à trouver de déclic ou de choses très claires sur le moment où la prise de parole est entrée dans ma vie. Ce que je sais, c'est que la parole est rentrée très tôt dans ma vie, de manière pas très agréable d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à tous d'avoir la mention bavardage sur votre bulletin. Voilà. Bon, c'était arrivé, Mathieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à l'un d'entre vous d'avoir la mention bavardage sur chacun de vos bulletins de la maternelle à la fin de vos études. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai été la pipelette de la classe et depuis la maternelle donc jusqu'à la fin de mes études supérieures, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, en fait, j'ai été la bavarde. Je crois que ma maîtresse en CP m'a attachée sur ma chaise parce que j'arrêtais pas de me retourner. On avait des méthodes particulières, pédagogiques assez particulières, mais m'a attachée pour que j'arrête de me retourner pour parler à ma copine qui était derrière moi. Et donc, cette image-là de je parle, en fait, et me colle à la peau depuis que je suis toute petite. Et c'est arrivé au point où mon premier travail, puisque j'ai travaillé tout d'abord dans un métier j'étais ingénieure, je faisais du code pour une grande entreprise de cosmétiques. Et j'avais un petit complexe de l'imposteur, parce que je me disais, en fait, je suis là, mais c'est vraiment le hasard. Je vois pas pourquoi je suis là. En fait, je suis vraiment nulle en plus en programmation, puis ça m'intéressait pas vraiment. J'avais pas de sens à ma mission, de voir si le rouge à lèvres tenait 24 heures ou pas. Donc, je travaillais là-dessus et en fait, je savais pas trop ce que je devais faire parce que je savais pas très bien coder. Et en fait, j'arrivais à m'en sortir parce que j'allais discuter avec les gens. Comme je savais pas trop ce que je devais faire, j'allais les voir et je leur disais, en fait, je sais pas trop comment faire. J'exprimais mes doutes, j'exprimais mes peurs. Je disais, en fait, je suis pas trop sûre de moi. Est-ce que ça te dirait de regarder? Et puis du coup, on discutait, puis les gens m'apportaient leur savoir. Et donc, à la fin, j'ai eu de très bons résultats. Et mon responsable m'a d'ailleurs dit, Solène, si tu parlais moins, ou si tu travaillais, si tu codais autant que ce que tu parles, tu révolutionnerais le monde de la cosmétique. Et c'était pour lui vraiment une perte de temps que ce blabla incessant que je faisais, sans réaliser en fait que si j'avais pas discuté et été toquée aux portes des gens pour leur demander tiens, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais à ma place, ou bien moi j'ai fait ça, est-ce que tu pourrais me dire toi, si j'avais pas eu ce réflexe-là, en fait je serais pas arrivée à faire ce code. Voilà, donc ça c'est mes expériences en fait autour de la parole. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de mon rapport à la parole? Ça dit que pour moi, ce que ça m'apporte dans la vie, c'est que c'est avant tout une manière d'être en lien. Et c'est une manière aussi de cheminer. En fait, moi, quand je parle, je me dis pas j'ai raison et puis je vais convaincre les autres. Je me dis tiens, j'ai un point de vue et j'aimerais bien aller chercher le point de vue de l'autre. Et donc, ça, c'est la croyance que j'ai en fait sur la parole. Et du coup, si je dois élargir à la prise de parole, parce qu'il y a la parole, la discussion, le fait d'échanger, et puis d'un seul coup, le moment où on prend la parole, alors c'est quelque chose de très important parce qu'on prend cette chose et puis on est seul face à un auditoire. En fait, je dirais que moi, là où j'en suis aujourd'hui de ma vie et de ce que je pratique dans les différentes facettes de mon métier, c'est que pour moi, prendre la parole, c'est prendre sa place. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que quand je forme les gens à la prise de parole, j'en viens à dire, mais du coup, quelle est ta place? Qu'est-ce que tu veux absolument dire, en fait? Et du coup, comment on va faire
pour dire avec justesse cette place que tu veux prendre, ou ce qui te traverse, ou ce qui résonne à un instant donné, ou ce que tu as envie de transmettre, la question brûlante qui te brûle les lèvres. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de manipulation ou quoi, il s'agit au contraire d'authenticité. Et puisque vous parliez de la communication non violente, en fait, quand on travaille notamment la communication non violente, on est bien placé pour dire que mettre des mots justes sur ce qu'on ressent ou ce qu'on veut transmettre de nos attentes, de nos besoins, de nos envies, c'est pas facile. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, merci. Moi, j'ai un mot qui me vient en tout cas quand je t'écoute, c'est révéler en fait. C'est se révéler, ou en tout cas que la personne puisse se révéler en fait. Oui, tout à fait. Et je crois que moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la prise de parole, c'est que forte aussi de cette histoire où je parle, j'ai beaucoup parlé, tu parles trop, voilà, je parle beaucoup, etc. En fait, il y a cette notion de, moi, je cherche pas à former ou à être une oratrice parfaite. Je cherche à former ou à être une oratrice authentique. Et ça, pour moi, c'est toute la différence. Et c'est aussi en lien beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu dis, Béatrice, sur la notion d'improvisation, parce que si je suis authentique, si je sais en fait ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, ce qui me traverse, je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir être alignée avec ça, et du coup, je suis très solide face aux imprévus, et je peux accueillir du coup tout ce qui se passe parce que quelque part, mon socle, il est clair. Et ça, je trouve que du coup, c'est un travail fascinant et passionnant, plus que des techniques ou des outils de storytelling ou autres, même si c'est intéressant de les avoir en tête. Cette notion de pouvoir se sonder, c'est aussi en lien avec la sincérité, parce que en fait, si je peux dire ce que je ressens, c'est très fort, parce que je crée de l'empathie. Voilà. Okay, merci pour ce partage, Solène. Enchaîner peut-être justement, parce qu'on s'était dit deuxième question, Solène, et après Béatrice. Et alors, j'ai envie de réagir sur la question de Thierry, mais c'est pas maintenant qu'on réagit. On peut, parce que l'objectif, effectivement, c'est de répondre aux questions après, mais si tu te sens dans l'envie, en tout cas, je peux pas brider les invités. En tout cas, parce que Thierry, dans le chat, dit le titre « Prendre la parole », il y a derrière ce mot « prendre un peu un combat », alors que l'échange devrait être sans obligation de prendre. Et moi, je suis coach notamment sur des formats de concours d'éloquence. Et c'est intéressant parce que derrière ce mot concours, il y a effectivement une politique de gladiateur, quoi. Il y a, allez, faut être le meilleur, etc. Et j'ai la croyance que en fait, justement, dans les concours d'éloquence, on offre la possibilité aux participants de donner leur avis sur un sujet, et c'est un cadeau, en fait, parce que, en fait, c'est un moment de citoyenneté incroyable. Le dernier concours d'éloquence sur lequel j'ai été coach, il s'agissait de « Est-ce que ça ira mieux demain ?» Ce sujet a été posé à des lycéens et il a eu lieu en décembre 2020, donc en décembre 2019, donc avant tout ce qui nous est arrivé. Donc c'était assez fou en fait de voir que des jeunes se prononçaient là-dessus. Et en fait, moi, je les ai vraiment incités à dire leur perception du monde plutôt que d'être les uns contre les autres, parce qu'en fait, à la fin, ça donne un tableau complémentaire qui est vraiment chouette. Ok, merci pour ça. Alors, ça fait aussi une bonne transition peut-être sur la deuxième question, puisque quelle place a la prise de parole dans ta vie aujourd'hui par rapport aux activités? Tu as parlé effectivement du concours d'éloquence. Est-ce qu'il y a d'autres activités Alors oui, en fait, le concours d'éloquence, il fait partie de ce que j'appelle la branche formation, parce que j'ai une branche formation dans le métier que j'exerce. Donc, je forme à différents outils et au développement personnel en général. C'est dans ce contexte-là que je t'ai rencontré, Mathieu, et puis aussi dans ce contexte que j'ai rencontré Thierry d'ailleurs, et plus particulièrement donc sur tout ce qui est prise de parole. Donc je forme des dirigeants, mais je coach des dirigeants pour la prise de parole, mais je coach aussi des lycéens pour cet exercice particulier du concours d'éloquence. J'ai toute une partie en fait où moi je prends la parole, en tout cas je raconte des choses puisque je suis comédienne et je travaille sur des sujets qui me passionnent, que sont la place des femmes dans la société,
l'éducation, donc avec des pièces récemment montées qui sont notamment des pièces jeunes publics, avec le collectif d'artistes que je co-dirige, donc le collectif Tutti Quanti, et c'est un vrai cadeau parce que on se donne la possibilité d'aller chercher les paroles de citoyens, de faire un vrai travail de création avec des amateurs pour pouvoir ensuite nous digérer toute cette matière et le retraduire. Donc c'est de la parole entrante et aussi on en fait quelque chose et on le délivre après. Donc c'est un vrai travail de transmission pour le coup. Et enfin, la dernière casquette que j'ai, c'est celle de facilitatrice en intelligence collective. Et pourquoi c'est en lien en fait avec la prise de parole, c'est qu'un facilitateur, en tout cas à mon sens, c'est celui qui va faire en sorte de créer un cadre qui va permettre à ce que chaque membre du collectif puisse prendre la parole de manière impactante et de manière à être entendu par les autres pour faciliter ce dessin en fait d'émergence collective qu'on cherche à créer. Donc ça, c'est les 3 endroits dans ma vie professionnelle où je travaille autour de la prise de parole. Super, merci beaucoup. Et de ton côté, Béatrice? Alors, j'hésite un peu parce que je peux dire juste comme Solène, en fait. Ça va aller assez vite, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu aux mêmes axes. Donc, pareil, 3 axes, facilitation, formation et improvisation. Enfin, du coup, j'ai à la fois une association, les improvisorateurs, où je donne des cours d'impro. On est 6 profs. On est notamment des profs qui sont issus de la Ligue d'impro de Paris, à laquelle j'appartiens toujours. Et ce qu'on fait, c'est comme il y a pléthore de cours d'improvisation théâtrale, je me suis dit, moi, je vais faire des cours d'impro, mais uniquement pour des gens qui ont envie de s'améliorer en prise de parole aussi. C'est-à-dire que les cours sont des cours d'impro normaux et classiques, mais les gens qui viennent, ils viennent avec une intention qui est je veux éclore un petit peu, je veux sortir mes ailes de papillon et je veux aussi que ça me serve dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, on n'a pas de gens très à l'aise en général avec la prise de parole et on n'a pas des cakes qui viennent être des futurs comédiens sur scène, quoi. Mais on n'a pas non plus des timides maladifs, quoi. Des fois, c'est des gens qui ont juste besoin d'éclore, c'est le cas de le dire, quoi, de casser un peu la coquille, de tenter un truc qu'ils n'avaient jamais fait. Et on les suit souvent sur 1 à 2 ans. Alors là, encore une fois, avec le contexte, on a déplacé nos cours du soir, on les fait les week-ends, on prend plus de 10 personnes, enfin voilà, tout est compliqué, mais je suis contente d'avoir mené jusqu'au bout cet assaut malgré les difficultés, parce que justement, je pense que on retrouve que du fun, ça reste vraiment du cours d'impro léger, et je crois que j'avais besoin de rajouter ça dans mon métier. Donc du coup, j'y vais sur mon métier. Et vraiment plus la formation un peu plus classique, alors et encore que. Et en ce qui me concerne, je travaille aussi avec des boîtes ou des écoles. Je travaille aussi peut-être beaucoup avec des startups et des entrepreneurs, qui est peut-être une fibre à côté que j'aime bien et que j'ai développée. Soit parce qu'ils vont effectivement pitcher pour lever des fonds, pour passer des concours, pour se légitimer, pour tenter leur argumentaire, pour harmoniser leur discours parce qu'ils viennent de passer de 30 personnes à 150 en 1 an et qu'ils ne savent plus du tout comment diffuser ça. Et on va dire que les startups, c'était parce que c'est une cible que j'ai énormément développée et à travers soit des réseaux, soit directement les startups. Et je pense que j'ai levé un peu le pied de cette cible de plus en plus. Et de plus en plus, je vais vers des étudiants et des formations soft skills. Alors souvent des étudiants assez grands quand même, plus que des lycéens. Souvent, je vais dans des études supérieures. Mais finalement, en ce moment, je travaille beaucoup avec des étudiants. Et les étudiants, on leur fait faire de la prise de parole un peu classique, mais on leur fait faire aussi, comme ça je te rejoins Solène, tout ce qui va être collaboration et donc facilitation et créativité. Et là, effectivement, où la prise de parole a un impact énorme, c'est qu'en fait, tous ces sujets, on peut les attaquer par la porte de la communication orale. Mais c'est comme le cas du management et c'est comme le cas de la logistique et de l'organisation en général. Et tout peut être de la gestion de projet, celui-là, il est courant aussi, tout peut être ouvert par la porte de la communication orale. Mais c'est qu'une porte parmi toutes les autres, en fait. Il y a plein de serrures tout autour. Ces sujets, ils peuvent être abordés de plein d'aspects. Et la com orale, c'est un des aspects. Et en fait, le fait de garder cet axe, ce pan, ça permet pour moi, de jamais dévier de mon expertise, entre guillemets, pour pas justement prendre des rôles que je devrais peut-être pas prendre, comme un rôle de psy, par exemple, qu'on peut être amené sans le vouloir à avoir que nos clients peuvent nous donner parce que finalement, ils vont nous confier des choses et ils vont avoir un besoin là-dessus. Et donc, j'essaie des fois aussi de
Ouais, de pas déroger de mon expertise, ou alors moi, si vraiment j'ai un besoin, et ben moi de me former toujours. Et ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, tu vois, j'ai ça là que je viens de recevoir, que j'ai encore à bouquiner, tu vois, classique. Hein. Et du coup, je me forme en continu pour que justement, quand il y a des moments où je me dis, là, je suis peut-être plus moins légitime pour apporter une solution, parce que mon expertise, elle est sur la synthèse des informations, elle est sur faire parler les gens et elle est sur exprimer lorsqu'ils bloquent un petit peu, et ben, trouver les mots pour eux, ok. Et passer ça, et ben justement, ce qui est génial avec la communication orale, c'est que c'est connecté à tellement de trucs que ça s'arrête jamais. Tu vois, c'est dès que tu ouvres un petit champ, tu vois, on parlait de la communication non violente, tu ouvres ça, mais ça t'ouvre tout le reste sur ce sujet. Tu vas ouvrir un tout petit peu de communication des médias, et puis ça t'ouvre tout plein de trucs, un tout petit peu de communication auprès des jeunes, et ça t'ouvre. Et en fait, ça s'arrête jamais, quoi, cet embranchement. Donc c'est génial, pour nous, formateurs, bah, ça nous permet d'être en formation continue aussi. Et ça, je trouve ça très chouette. Voilà, je parlais un peu de tout, mais c'est pour pas faire redite avec Solène qui avait déjà dit beaucoup de choses sur nos activités. Merci Béatrice. Et, alors les gens le savaient pas, moi je le savais, mais c'est ce qui vous lie aussi, et c'est cette envie en tout cas, après plusieurs expériences, de pouvoir transmettre aux jeunes. Alors je prendrai peut-être cette question très rapidement, ce qui n'était pas prévu, mais pourquoi avoir fait ce choix d'avoir en tout cas l'envie et le désir d'aller plutôt vers les jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, pour moi ou pour Solène ou les deux? Les deux. En rapide, forcément, parce que c'était pas prévu. Pourquoi les jeunes? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, si mon métier il existe, c'est parce qu'il y a une défaillance quelque part. Si la prise de parole en public, elle était prise en main dès le début et que c'était un sujet comme un autre, un peu comme l'écriture, hein. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est qu'on est hyper bien formé à l'écrit quand même. Alors, ça, des fois, le niveau régresse un peu, mais on est hyper bien formé à l'écrit, on ne l'est pas à l'oral. Et du coup, nous, on rattrape des fois des problématiques d'adultes qui peut-être, dans un monde différent, n'existeraient pas. Donc, je pense que voilà pourquoi il faut former les jeunes, parce que des jeunes qui sont formés tôt, bah, c'est des adultes qui ne seront pas formés. Alors, nous, c'est peut-être une perte de clients, je ne sais pas, mais, mais ce n'est pas le but. Enfin, et voilà, donc plus on va tôt dans la racine du problème, à savoir nos lacunes communicationnelles qu'on ne fait pas ressortir, qu'on ne cherche pas à explorer, bah, plus la personne, elle aura mis un premier pied, sans même le savoir, dans le développement personnel. Et après, comme on dit, comme cet engrenage, il ne s'arrête jamais, ils sont libérés plus tôt de trouver eux-mêmes des solutions à leur bien-être à venir. Et moi, je sais que le public des lycéens, particulièrement, me touche, parce que déjà, je les trouve beaux. Je trouve que des jeunes adultes, des adolescents, c'est magnifique. Moi, je travaille avec des lycéens à la fois sur des cours de théâtre, notamment en terminale option lourde. Donc là, j'ai des élèves qui vont passer le bac. Et en fait, de les voir sur le plateau quand ils arrêtent de jouer qui ils sont, finalement, de jouer ce qu'ils voudraient être, quand on arrive à trouver l'authenticité, quand ils enlèvent leur casquette, leur blouson, leur machin, leur bonnet, et puis qu'en fait, ils sont eux, c'est bouleversant. Et je crois que c'est ce qui m'a bouleversée quand May, la jeune adulte que j'ai accompagnée lors du concours d'éloquence de Montreuil. Donc en plus, moi, j'accompagne des lycéens qui sont notamment dans le 93, ou alors là, je vais commencer à mettre en place un concours d'éloquence aussi dans le 92 à Asnières. J'ai accompagné May, et quand elle a pigé ce truc en fait, le plus important, c'est que tu me dises toi ce que tu as envie de dire et pas ce que tu as entendu, ce qui serait bon de dire, ce que tu crois qu'on attend de toi. Mais c'était juste magique, parce qu'elle a tout déchiré. Pas au sens de elle était meilleure que les autres, mais au sens d'un seul coup, sa voix nous est parvenue. Et ça, c'était très 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 beau, et c'est vraiment ce qu'elle a retenu et ce qu'elle a appris du coup du parcours. Merci en tout cas à toutes les deux pour le partage. Je fais la transition en plus avec un bout de question qui vient de m'être donné. Donc justement, l'objectif maintenant, ce serait avant qu'on donne la parole aux personnes qui ont des questions, c'est de nous donner, alors est-ce que vous auriez un conseil, des exercices, on peut même aller plus loin, et donc des livres, podcasts, vidéos en tout cas, mais à recommander aux
aux participants ce soir. Vas-y Solène, si tu veux continuer. Alors du coup, moi j'ai des petits conseils parce qu'évidemment, les choses se travaillent, mais pour moi, donc Béatrice, tu l'as dit tout à l'heure, déjà s'entraîner à être dans le présent et dans le lâcher prise, ça peut se faire avec l'improvisation théâtrale. Donc je vais faire de la promotion du livre que j'ai écrit avec mes associés, qui s'appelle Voilà ce que j'aurais dû dire, dans lequel il y a plein de petits exercices qui sont dédiés à la communication et à la prise de parole, mais qui sont aussi plein de petits exercices pour s'entraîner à rebondir et s'entraîner à rebondir sur l'imprévu. Parce qu'une fois qu'on s'est préparé, une fois qu'on a préparé sa prise de parole, l'idée c'est d'être dans le présent et connecté à l'auditoire. Donc, être des petits exercices, dire le premier mot qui nous passe par la tête quand on nous donne un mot. Ça, on peut le faire à 2, on peut le faire à 5, on peut le faire à 10. Quelqu'un dit un mot et l'idée, c'est je rebondis avec un mot qui me passe par la tête sans essayer d'anticiper ou de calculer. Ça permet d'être dans le présent. C'est des petits exercices comme ça qu'on travaille en impro. Maintenant, pour se préparer, moi, je dirais que quand je prépare les prises de parole avec des intervenants, je leur dis, résume-moi en une phrase ce que tu veux dire sur toute ta prise de parole. Et j'irai même plus loin. Est-ce que tu peux résumer ce que tu vas me dire en disant, ce que je veux absolument vous dire aujourd'hui, c'est... Parce qu'en fait, on a envie que ça parle des tripes, on a envie que ça parle de, mais est-ce que je suis convaincue de ce que je vais dire? Ça va nous permettre d'être authentique sur le long terme. Donc, très en amont, on peut s'entraîner avec de l'impro pour être dans le présent, pour lâcher prise. Quand on prépare sa prise de parole, s'entraîner à pouvoir le résumer en une phrase en disant qu'est-ce que je veux absolument dire aujourd'hui. Et puis, au moment M, où on va prendre la prise de parole, déjà, travailler son ouverture, parce qu'on a tendance à être stressé, à relire ses notes, etc. Et en fait, l'éprouver que en ouvrant, en fait, je vais envoyer de la cortisol, je vais être dans l'ouverture, je vais avoir quelque part une posture de super-héros qui va me donner de la confiance. Et juste au moment où je prends la parole, je respire, je souris et je regarde mon public. Et donc ça, c'est des petites clés pour moi qui sont déjà sympas à avoir en tête pour se dire, je peux m'entraîner sur le long terme à faire des choses. Je peux m'entraîner au moment où je me prépare à quoi je dois faire attention. Et juste au moment où j'arrive, j'oublie ce que j'avais préparé pour me connecter au moment présent. Si je devais donner 3 repères, ce serait cela. Je ne peux que confirmer. Et j'ai lu ton livre par ailleurs. Ça aussi, je le confirme. Votre livre, mais je l'ai lu, il est effectivement très sympa et très pratique. Et ben, si je devais donner des conseils aussi, je me contenterais peut-être de boucler sur le début. C'est-à-dire que j'ai commencé par la lecture à voix haute. Alors moi, mon conseil, ça va être ça. Ça va être d'oser entendre sa voix et de prendre du plaisir à entendre sa voix. Donc, de la lecture à voix haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre livre de chevet, vous pouvez de temps en temps vous tenter des lectures à voix haute. S'il y a des enfants autour de vous, des neveux, des cousins, des enfants, go pour leur lire des livres. Mais alors, incarnez-la, la sorcière, mais incarnez le roi, incarnez le dragon. Et au lieu de tenter des trucs un peu petits, de dire « Et là, elle ricana, hi 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 », allez-y pour « Et là, elle ricana, et il faut tenter le truc. Et en fait, on a des fois une peur du ridicule, de dire « Mais je ne vais pas faire ça, mais même devant mon enfant, je ne vais pas le faire. » Eh bien, si, et l'enfant, ça va le faire marrer. Donc, vraiment, oser tenter des trucs. Des fois, on a l'impression qu'on va être ridicule et mauvais. Et en fait, il y a une marge énorme entre ce que vous allez faire et ce qui serait de l'ordre du ridicule. Et je vous assure que cette marge, elle est tellement énorme que vous allez être entre là et là. Donc, on est très, 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 très loin. Et encore bien même, on serait dans du ridicule. Même ça, si c'est assumé, c'est génial. Donc voilà, la lecture à voix haute. Et je vais vous faire un petit cheminement. Pourquoi aussi? Pour pouvoir se coacher soi-même. Quand quelqu'un fait une prise de parole en public dans un groupe que je forme, je peux faire 2 choses, ou 3 même. Je peux, moi, débriefer toute seule, d'abord, ce que j'évite de faire. Je peux demander à la personne, qu'est-ce que tu en as pensé? Et déjà, ce qu'elle va me dire, c'est déjà énorme. En général, elle a tout juste. Et je peux même, parce qu'il manque quand même des choses, on ne se voit pas toujours, dire aux autres dans le groupe, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Et en général, entre son ressenti à elle et le ressenti des 8 personnes, moi, j'ai plus rien à dire.
Parce que les gens peuvent se coacher eux-mêmes. Ils ont déjà, en fait, quand on ose se regarder vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire que quand on va filmer un participant et lui montrer sa vidéo, la première remarque qu'il a envie de faire, généralement, c'est « il faut que je perde du poids et il faut que je me coupe les cheveux ». Ce qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas mon ressort, donc là, je ne rentre pas dedans. Et je vais dire à la personne « ok, mais imagine que cette personne, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu vas être un peu schizo, tu regardes cette personne et je voudrais que tu la coaches. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Est-ce que tu as envie de l'écouter encore parler ? Genre, je mets pause à un moment, je dis est-ce que tu veux que je mette la suite ou pas ? Si la réponse est oui, bah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on commence à être un peu aligné. Ok, bah, on écoute la suite, on va voir. Et si la personne me dit non, là j'ai vraiment envie que ça s'arrête, c'est insupportable. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce que tu pourrais proposer à cette personne ? Comment tu pourrais la coacher pour que ce soit pas insupportable ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? De parler moins haut, moins vite, de faire plus de gestes, moins de gestes, de bouger, de simplifier ? Qu'est-ce que tu peux lui dire à cette personne ? Et là, en général, elle me fait des réponses qui sont top. Donc, s'écouter, se regarder vraiment, oser un petit peu prendre de recul, se coacher soi-même, coacher les autres ou se faire coacher par les autres. Et là, je vais aller un peu dans la culture du feedback. Un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui parle bien en public, qui fait un truc que vous sentez même que la personne, elle est un peu sortie de sa zone de confort, elle a tenté un truc, elle a fait un truc bien, il faut aller la voir et il faut lui dire « c'était top ce que tu as fait ». Et il faut lui dire aussi pourquoi. C'était top parce que c'était hyper clair. D'habitude, je ne comprends jamais et là, j'ai tout compris. C'était top parce que c'était très visuel. Je me suis complètement imaginé les choses, j'ai l'impression d'avoir tout retenu, etc., etc. La première chose, c'est que vous allez faire sa journée à cette personne. C'est sûr. Je vous assure qu'elle va y repenser avec la tête dans le métro, elle va dire « oh là là, on m'a dit que c'était top ». Vous allez écraser potentiellement des souvenirs négatifs et plus on rajoute des souvenirs positifs, plus on prend confiance en soi dans la prise de parole. Et puis, vous allez autoriser cette personne à potentiellement vous faire des retours aussi. Des fois, les gens ne se sentent pas autorisés à faire des feedbacks. Ils disent même un compliment, qui je suis pour le dire, et puis je vais peut-être mettre la personne mal à l'aise, et puis je vais peut-être perdre mal à l'aise. Et donc, dans cette idée de se coacher soi-même et de coacher les autres, faites des retours, et surtout, sentez-vous la liberté de dire à quelqu'un qui parle bien. Parce que voilà, ça fait du bien à tout le monde, et je pense que si déjà on avait un peu cette culture bienveillante des retours, bah, les choses seraient beaucoup plus faciles, et comme je vous dis, on écraserait les souvenirs, entre guillemets, quand il y en a des négatifs, mais en général, il n'y en a pas tant que ça, en fait. C'est beaucoup des projections, plus que des souvenirs. Et on se mettrait à pouvoir vraiment prendre du plaisir, qui est, je pense, le mot de la fin et la finalité, quoi. Au moment où on prend du plaisir dans la parole et dans l'échange, bah, il n'y a plus rien à faire. Enfin, on peut toujours être parfait, mais il n'y a plus rien à faire à partir de ce moment-là. Ouais. Merci. Voilà. Merci à toutes les deux pour ces conseils. Alors, d'habitude, on va le faire. Hein. En fait, après l'événement, on reprend les conseils donc qu'on partage sur notre LinkedIn. Voilà, je le dis parce que c'est toujours très riche, en tout cas, les partages et les conseils qu'on peut avoir. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être rempli. Voire même le besoin, en tout cas, de repenser à ça à tête reposée. Voilà. Super. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la soirée.